Quand on pense à de la magie, on visualise souvent un spectacle, un magicien, un lapin qui apparaît, un oiseau qui disparaît. Finalement, le wow, comment il a fait ça? J'ai rien compris, j'ai rien vu passer. Mais avec les enfants, la magie, ça peut prendre une toute autre dimension. Celle d'un médium pour apprendre des concepts académiques, pour stimuler sa motricité fine et plein d'autres capacités. Pour en parler, je nous ai fait apparaître un enseignant magicien. Oui, ça existe ce métier-là. Carl Normandin, qui va nous parler des bénéfices de la magie pédagogique en milieu éducatif et clinique pour nous, les ergothérapeutes. Alors, j'en profite pour te dire que cet épisode est également disponible en format vidéo sur YouTube. Je t'ai placé les liens directs dans les notes sous l'épisode. Bonne écoute! Et juste au cas où ceci est ton premier épisode, Bouger pour grandir est conçu pour stimuler les réflexions et répondre aux questions des professionnels de la santé, de l'éducation et bien sûr des parents qui accompagnent les enfants dans leur développement moteur, mais pas que. Et moi, je m'appelle Josiane Caron-Santa, je suis ergothérapeute québécoise, canadienne, formatrice internationale dans le domaine du développement de l'enfant, autrice du livre « Bouger pour grandir », le petit cousin du podcast et surtout passionnée de faire connaître la facette pédiatrique de mon métier, l'ergothérapie. Sans plus tarder, poursuivons avec l'épisode d'aujourd'hui. Carl Normandin, bienvenue sur le podcast « Bouger pour grandir ». Aujourd'hui, on a 3 premières combinées. Premier homme sur le podcast, premier enseignant sur le podcast, premier magicien sur le podcast et premier chercheur, tu fais beaucoup de chapeaux. Hein? Parle-nous donc un peu là, de tout ce qui se passe dans ta vie. Oui, apprenti, chercheur, disons. Je suis quelqu'un de très, très occupé, mais qui a besoin de ce niveau de stimulation-là pour être bien équilibré. Donc, Okay. Ça me nourrit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis papa de 3 jeunes enfants, Okay. 4 ans, 6 ans et 7 ans. Déjà là, ça garde occupé. Ouais. Beaucoup. Très présent pour ses enfants. J'enseigne à une de mes enfants. Ma copine est aussi enseignante. Elle a enseigné à nos 3 enfants en maternelle. Ah. Et j'ai une autre entreprise également. J'enseigne depuis environ 15 ans. Au primaire, j'ai enseigné aussi au secondaire. Dernièrement, j'ai aussi eu un grand intérêt pour la recherche universitaire. Donc, je me suis inscrit comme étudiant libre pour le plaisir au doctorat en éducation, dans le but d'approfondir mes connaissances sur le monde de la magie en situation d'apprentissage. Donc, la magie, la pédagogie de la magie, c'est-tu comme ça qu'il faudrait le décrire? Bien, moi, j'ai développé un concept, en fait, qui est assez novateur, c'est la magie pédagogique. Donc, au départ... C'est le contraire. Ouais, la magie pédagogique, en fait, c'est que je me sers de la magie comme élément de stimulation envers l'apprentissage. Okay. L'apprentissage au niveau des matières scolaires, mais également de la motricité. Puis c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on a une très belle rencontre. Oui, c'est ça. Puis la particularité, c'est que je me sers de mes connaissances de magicien avec certaines techniques et mes connaissances d'enseignant qui sont toujours au fond de mon cerveau quelque part. Puis j'ai lié ces 2 mondes-là. Ça se faisait un petit peu toute seule dans ma tête. Puis je me disais comment est-ce que je peux faire bénéficier un et l'autre dans le but que les enfants, les familles puissent apprendre dans le plaisir différemment. Puis moi, étant stimulé par cette approche-là, je me trouve plus de bonne humeur quand j'enseigne, puis j'ai envie de le partager. Tu exerces ta passion, tu la transfères. Ouais. Je combine ces 2 très beaux mondes-là, puis ça donne un résultat qui, j'espère, est très positif pour les enfants. Bien, aucun doute, puis j'ai hâte d'en apprendre plus parce que faut que je te dise là que ça fait quand même quelques années que je suis ergothérapeute, quelques décennies même, et que nous, notre expertise, c'est d'utiliser des activités motivantes pour travailler différentes capacités chez l'enfant. Puis j'ai jamais pensé à intégrer la magie dans mes activités. Puis, quand tu m'as proposé qu'on en discute, j'ai déjà appris quelque chose, comme c'est vrai, la magie vient chercher probablement plein de choses, mais entre autres, le moteur. Fait on va y revenir. J'ai hâte que tu nous en parles davantage. Mais je suis quand même curieuse. Quand est-ce que la magie est apparue dans ta vie?
Ben, en fait, j'ai toujours eu un besoin de comprendre. Tu sais, que mon OK. côté cérébral est maintenant assumé, mais Oui. avant, quand j'étais plus petit, disons adolescent, Ouais. la magie m'apparaissait comme quelque chose d'impossible. Puis j'essayais de comprendre les astuces derrière, tout en n'ayant pas les réponses. Mais j'ai toujours été stimulé par ça. Donc, j'apprenais sans trop mettre de sérieux dans tout ça, mais toujours avoir la constante réflexion. En fait, Quand tu dis que tu apprenais la magie ou en tu fait, apprenais j'apprenais. J'essayais d'apprendre comment fonctionnaient les tours, OK. d'essayer de déceler certaines techniques et tout. Mais c'était quand même difficile parce que il y a énormément de choses qui sont bien ficelées derrière ça. Et dernièrement, dans les dernières années, j'ai fait un projet particulier avec des élèves de mon école qui avaient des besoins de stimulation différents. OK. Et il y a un de ces enfants-là qui avait un besoin, puis que c'était un intérêt envers la magie. Ah. Mais moi, j'avais des années de réflexion par rapport à la magie. OK. Et je n'étais pas en mesure de répondre à son besoin de façon, disons, professionnelle. Donc, ça a parti une tornade dans ma tête parce que je me suis dit, j'ai fait un projet particulier. Je suis là pour guider les enfants, mais je ne suis pas en mesure de guider comme je le devrais. Puis, il fallait que le projet parte de l'enfant. Donc, je me suis mis à entrer dans ce monde-là de façon très professionnelle et engagée. Et ça a vraiment créé un monstre positif. Et c'est de là que la magie pédagogique a débuté. Et depuis, ben, je l'utilise dans mes classes au quotidien. Lorsque j'enseigne le français, les maths, l'anglais au quotidien. Et j'en crée aussi dans d'autres matières, mais on va aussi dans la motricité lorsque je fais des animations dans les villes, dans les différents camps, festivals et autres spectacles. Ben, on se rend compte que la motricité est vraiment mise de l'avant. Et également du côté des personnes âgées qui n'étaient pas prévues, mais il y a un énorme intérêt. Donc, c'est vraiment à partir de 4 ans, je dirais qu'on est vraiment optimal jusqu'à 99 ans si la santé nous le permet. Mais oui, tantôt, là, juste avant qu'on commence, tu me dis, ah, je vais te faire un petit tour de magie, vite, vite. Puis là, bon, ça va être super simple, tout ça. Puis déjà là, c'est comme, j'ai rien vu passer. Fait que c'est sûr qu'il y a plein d'aspects. Moteur. Il y a vraiment beaucoup de... Ouais. En fait, on utilise nos sens, énormément le toucher. Okay. Donc, le lien avec l'ergothérapie est très clair là-dessus. On doit aussi travailler la gestuelle parce qu'on peut influencer parfois certains regards, certaines décisions en fonction de notre propre gestuelle, mais également qu'est-ce qui se passe chez le spectateur aussi. Il faut prendre des décisions très rapides, réfléchies, mais au final, on a des techniques à utiliser et parfois, il y a aussi d'autres choses que je vais garder pour moi parce que je garde beaucoup de mystères dans tout ça. Mon but n'est pas de révéler tous les, non. les secrets. Fait que dans le fond, quand un magicien fait un tour de magie, il y a une partie, il y a des techniques qui existent, mais il faut que tu sois dans le moment présent en fonction de l'attention ou de la position peut-être des gens qui regardent le tour pour les déjouer. C'est un peu ça. Il y a du spontané, puis de... Énormément. Énormément. Puis il y a aussi de la motricité globale et de la motricité fine. Motricité globale dans le sens où on doit se déplacer sur une scène d'une certaine façon pour avoir un tour optimal. On doit utiliser nos bras d'une certaine façon pour certains tours. On doit aussi avoir une motricité fine très aiguisée pour certaines manipulations. Et ça se pratique constamment. Donc, moi, au départ, c'était beaucoup de la magie cérébrale parce que je faisais les liens avec les apprentissages, mes contenus d'enseignants que je voulais passer la matière. Peux-tu nous donner un exemple de quelque chose de cérébral dans...
Ben, disons des calculs mentaux. Ça, OK. c'est un classique là, qu'on peut utiliser, mais j'en utilise énormément en mathématiques. Des calculs qu'on peut faire, mais qu'au final, il y avait une prédiction qui était faite. Ben, ça peut être lié avec les capacités cérébrales qui sont très impressionnantes. Mais tu parles de magie, des calculs... On y va plus dans le mentalisme. Donc, OK. la magie, il y a la magie de scène, il y a la micro-magie, donc ce que j'ai fait tout à l'heure avec mon jeu de cartes, mais il y a aussi le mentalisme qui est des façons d'utiliser les pensées de l'autre personne, puis de prédire qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Donc, ça, c'est très particulier, puis on est vraiment dans le cérébral à ce moment-là. Et il y a aussi le côté motricité fine. Bien évidemment, il y a des choses qui peuvent se passer extrêmement rapidement, comme on a vu tout à l'heure, ensemble. Puis c'est un très beau moment. Oui. Mais une question qui me vient en tête, là, c'est... Bon, surtout avec les tout petits. Ce qui est magique dans la magie, c'est qu'on pense que c'est magique. Donc, Exactement. il a fait apparaître quelque chose, il a fait disparaître quelque chose, etc. Fait que quand on veut utiliser la magie d'une manière à apprendre, développer des capacités, il faut dire à l'enfant que c'est pas vraiment de la magie, que c'est un tour, puis que c'est de la technique, puis est-ce que ça va pas les désillusionner un petit peu? C'est pas comme leur dire que le Père Noël n'existe pas, finalement? Mais c'est une très belle question. En fait, c'est un équilibre. OK. Moi, j'essaie toujours de voir aussi selon la situation, selon l'enfant, si l'enfant va croire à quelque chose, selon son développement, eh bien, je vais peut-être me permettre de garder cette magie-là à ce moment-là, alors qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus vieux ou qui ont un autre cheminement de vie qui amène à comprendre les choses différemment. Bien là, je vais peut-être, sans expliquer, je vais peut-être amener une autre approche à ça, parce que je m'adapte beaucoup à l'enfant. Souvent, dans les spectacles, c'est de la vraie magie. Là. Il n'y a absolument rien d'arrangé. Mais mettons que je fais des ateliers et que l'objectif, c'est qu'ils apprennent des tours dans le but de développer une passion. C'est vraiment ça l'objectif, parce que moi, ça a changé ma vie positivement. Bien, à chaque fois que je dévoile un tour à un enfant, la magie, elle disparaît. Ouais. Mais la nouvelle magie, on va dire, c'est de le retransmettre aux autres. Puis ça, c'est vraiment pas négligeable. Puis ils prennent confiance en eux. Puis les recherches le démontrent sur l'estime de soi, à quel point ça peut être positif de faire de la magie pour les enfants. Donc, c'est vraiment très, très vaste l'impact de la magie. Et il y a une étude de 2019 de Guillaume Lacroix et un autre auteur qui s'intéressait à la représentation de la magie chez les enfants de 4 à 9 ans. Et eux, leur hypothèse de départ, c'était: est-ce que les enfants de 4 ans ont vraiment une perception différente des enfants de 9 ans? Eh bien, oui, à 4 ans, on a vraiment l'impression que c'est ma petite vie et qu'il n'y a rien autour, ce qui est très normal. Par contre, la différence rendue à 6 ans, ça dépendait de l'individu. Okay. Donc, si l'enfant a eu une stimulation dans les premières années de sa vie, va comprendre les tours de magie différemment. Sa perception va être changée parce qu'il va avoir été stimulé par d'autres expériences de vie qui va lui amener à comprendre l'autre niveau derrière. OK, attends. On va juste reprendre ça d'une manière plus étape par étape. Fait que dans le fond, tu parles différentes expériences de vie comme motrice ou spatiale, ce que l'enfant a vécu, qui l'a amené à se développer de différentes façons, va faire qu'il va percevoir la magie différemment, ou des expériences de magie? Plusieurs expériences dans la vie de tous les jours vont les amener à comprendre leur environnement un petit peu plus rapidement, ou moins selon l'exposition à ces exemples dans la vie de tous les jours. Okay. Par exemple, dans le très, très, très bas âge, si on se cache derrière une couverte puis qu'on apparaît, bien, c'est déjà une exposition c'est une stimulation, c'est une exposition à des situations de magie qui pourraient arriver. Mais des exemples comme ça, si on en fait plusieurs, bien, l'enfant à l'école, par exemple, l'enfant à 6 ans va être dans un entre-deux. Donc, les chercheurs ne pouvaient pas dire est-ce que la différence est notable à 4 ans, 6 ans et 9 ans.
ce qu'ils ont découvert, c'est qu'entre 4 ans et 9 ans, là, il y a vraiment une grande différence dans la compréhension des tours. Donc, à 9 ans, ils vont plus chercher à comprendre l'astuce. Mon but n'est pas de mentir aux enfants, mais ça reste beau. On donnait l'exemple du Père Noël. Ça reste beau de garder ce côté magique-là. Ouais. Et de les faire chercher, parce qu'au final, on revient à la stimulation cognitive. Ouais. Résolution de problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? En mathématiques, on travaille la résolution de problèmes. Bien, trouver des solutions. Essayez de vous questionner. Mais là, on est en train de faire nos connexions cérébrales en faisant ça. Au final, c'est très positif. Fait que je veux pas tout dévoiler. Je les laisse travailler. On émet des hypothèses. On travaille la science, au final, en émettant des hypothèses. Tout ça, c'est interrelié. Puis c'est là que la magie pédagogique prend tout son sens parce qu'on ne fait pas qu'une seule matière. On ne fait pas qu'une seule approche. C'est vraiment positif pour l'enfant, mais au final, ils sont fiers d'eux parce qu'ils ont appris un tour ou ils sont impressionnés puis ont le goût d'en savoir plus. Je pense que comme parent, comme ergothérapeute, comme enseignant, ben, de savoir qu'un enfant est stimulé en apprendre plus, on ne peut pas demander mieux. Là. Ben, c'est clair. Fait que c'est comme c'est comme le tour tantôt que tu m'as fait. Ben, au lieu de me dire le truc, finalement, tu me dirais, regarde, je vais le refaire, puis là, moi, je vais faire mes hypothèses. OK, je vais essayer de regarder plus ses mains. Je vais essayer de regarder plus. Est-ce qu'il me distrait avec ses yeux? Je vais essayer de... Puis là, je vais expérimenter mes hypothèses, essayer de trouver. Puis ça c'est super éducatif, même pour moi, à mon âge. Hein, ça préserve mes fonctions cognitives, c'est sûr. Ça vient émotif aussi parce que tu m'en parles, ça fait 25 minutes qu'on a fait le tour, puis tu es encore tout emballé, puis c'est ça qui est l'objectif. On vit un beau moment, et là, le cerveau continue à travailler. Fait qu'on ait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 74 ans, 42, il n'y a aucune limite. La magie, même pour des gens qui croient que tout est arrangé, ils ont le droit. Moi, je ne suis pas là pour dire oui et non. Trouver la solution, c'est extraordinaire. Et peut-être que vous avez raison, peut-être non. Au final, vous avez un cerveau actif. Puis moi, je valorise énormément ça. Donc, d'ici à ce que tu repartes tantôt, je vais avoir démasqué le tour. Je pense que non, mais je te le souhaite. Regardez, je ne pourrais pas le démanteler par moi-même. Ben, si je le fais à plusieurs reprises et que je le fais au ralenti et tout, évidemment qu'à un moment donné, il y a une limite à ce que le magicien peut faire comme prouesse technique, disons. Fait que ça, c'est certain qu'on a une certaine limite aussi. Il y a certains tours qu'on pourrait refaire à l'infini. Il y en a d'autres qu'une fois, c'est bien en masse. Mais le fait de ne pas le refaire, c'est que moi, je préfère dire je le fais une fois, je le refais pas. Donc, la fois qu'il faut pas que je le refasse 2 fois, ben moi, je le fais jamais 2 fois. Fait qu'on sait pas lesquels on peut ou pas faire 2 fois. Donc, ça garde le mystère aussi parce que aller voir un spectacle de magicien et se faire dire tous les tours, c'est pas l'objectif du spectateur non plus. On veut rester impressionné. Moi, comme magicien, je vois d'autres magiciens. Évidemment, il y a énormément de techniques que je peux comprendre. Mais quand je suis abasourdi par une prouesse puis je comprends pas, bien là, moi, ça me stimule. Puis là, il faut que je trouve une solution. Puis des fois, j'en trouve pas. Puis c'est bien correct comme ça aussi. Puis des fois, c'est juste le jeu d'acteur, le jeu de scène du magicien que je trouve extraordinaire. Bien, c'est déjà ça de positif. Il faut être un bon communicateur aussi parce que tu diriges l'attention des gens avec ce que tu dis. C'est-tu quelque chose que tu abordes avec les enfants aussi? Comment on se présente oralement quand on fait des tours? Ça, c'est une des parties centrales, en fait. Puis dans ce qui m'intéresse beaucoup en lien avec la recherche, développer la compétence de communiquer oralement, c'est super important. C'est quelque chose qui, malheureusement, n'est peut-être pas valorisé autant qu'elle le devrait, même si c'est une compétence obligatoire. Certains choix pédagogiques qui font qu'on s'y attarde ou non, ou que comme parent aussi. Mais c'est de quoi qui est central parce que la communication orale, c'est ce qu'on utilise à tous les jours pendant plusieurs heures par jour. Donc, la magie va amener à jouer un rôle positif dans le développement de cette compétence-là. Et on veut que l'enfant il fasse des erreurs aussi. Parce que c'est correct en magie, il faut faire des erreurs. Ça se peut que ça se peut que tu
abordes un tour d'une certaine façon, mais que ton interlocuteur, ton spectateur n'était pas réceptif parce que tu t'es pas exprimé de façon claire, parce que ton ton de voix n'était pas le bon. Tu développes l'art de la magie un petit peu, tu deviens un peu plus, on va dire, amateur professionnel, ben savoir le bon moment de dire tel mot pour qu'il y ait une réaction du public aussi, comme un humoriste. C'est vrai. Il faut développer ça, sinon, en passant, le tour était fini, il faudra applaudir. Ah, c'est pas toujours bon. Fait que ça, c'est des choses que l'oral va apporter. Puis, les enfants ont l'impression de jouer. Moi, je le vois au quotidien, c'est pas stressant pour l'enfant. On est loin des productions orales de « présente-moi ton chien sur un PowerPoint ». On est vraiment loin de ça. Les enfants, puis je le fais en français, je le fais en anglais énormément aussi, pour anglais langue seconde. Bien, les enfants, ils vont apprendre un tour. Puis ensuite, c'est comment tu vas livrer ton tour. Ouais. Donc, ça peut être un tour de motricité. Très souvent, il y a la motricité dans la manipulation des cartes ou autre illusion. Et l'enfant va devoir amener ce tour-là en étant intéressant pour les autres. Fait que c'est vraiment une combinaison de facteurs. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est vrai que parler de son chien, c'est unilatéral. Donc, je te livre ce que j'ai mémorisé, tandis que là, ça devient une conversation avec tes pairs dans la classe. Puis c'est ça, la vraie vie, c'est des conversations. Il faut être attentif à l'intérêt de l'autre, à la compréhension de l'autre. Il faut s'ajuster constamment. On ne peut pas mémoriser des conversations. Fait que c'est d'autant plus utile d'apprendre ça que de être juste un formateur, finalement. Parle-moi de ton chien, c'est un exercice de formation qu'on montre aux enfants, mais la vraie vie, c'est pas juste ça. En fait, c'est une prise de parole individuelle. C'est ça. Puis on n'ajuste pas comme tu l'as bien dit. C'est vraiment, l'idée, c'est d'arriver dans une interaction. Puis le social, dans la vie de tous les jours, ben c'est de l'interaction avec les gens. Donc, si tu te mets jamais en pratique de ça, ben c'est difficile. Et dans un contexte où est-ce que tu es la personne devant la classe, ben il y a quand même des façons de dire qu'on va communiquer avec plusieurs personnes. Ouais. La personne n'a pas bien compris, ben il faut que tu te reprennes. Mais moi, comme enseignant, c'est temps plein. Je fais ça à tous les jours. Des fois, je pense que c'est clair. Je vois la réaction. Non, il faut que je reformule. Ben, c'est toutes des choses qui développent, mais sur le coup. C'est pas quelque chose que tu peux pratiquer à la maison, ça, de dire je vais me rétracter puis faire autrement. Fait qu'on, il y a une certaine préparation qui peut se faire, mais il faut le vivre. C'est un petit peu en lien avec l'improvisation, au final. Il y a un petit peu d'improvisation, un petit peu de préparation, puis c'est beau de voir ça. Les enfants se développent très bien. Tellement. Les tours, comme toi, les autres magiciens, tu les apprends dans des livres? Tu prends des cours de magie ou est-ce que tu en inventes? Comment ça marche? C'est très particulier comme monde, mais c'est sûr qu'on peut en apprendre dans les livres. Évidemment, Internet, on ne peut pas cacher là, qu'il y a des choses là-dessus aussi. Mon objectif, c'est vraiment de créer. Donc, j'ai vraiment une partie où est-ce que je prends des tours qui existent, des techniques qui existent, je les modifie. Parfois, je les prends intégralement, puis c'est bien correct. Mais souvent, je vais modifier ou je vais créer à partir de 4 techniques qui existent. Là, maintenant, je vais créer un tour. Donc, ça, c'est vraiment stimulant parce que je dois partir de quelque chose puis me dire comment je vais arriver à parler, je ne sais pas, des classes de mots en français. Ben, j'ai développé un tour de magie qui va amener les adjectifs, les déterminants, mais avec du mentalisme. Ça n'existe pas. Donc, je viens de créer ça en collaboration avec des orthophonistes Aura Magie. Puis, ça amène l'enfant à manipuler, mais aussi à avoir un effort cognitif soutenu dans le but d'apprendre des concepts qui ne sont pas toujours les plus stimulants pour l'enfant là, à apprendre. On ne se cachera pas qu'il y a des choses qui sont plus intéressantes que d'autres. Fait que moi, je crée beaucoup par rapport à ça. J'ai quand même de la difficulté à visualiser. Peux-tu me donner un exemple de tour pour travailler un concept comme ça? Bien, je pourrais. En fait, c'est juste que des fois, il faudrait avoir le matériel, donc c'est un petit peu plus difficile. Mais par exemple, un tour que j'avais créé, c'était pour la liste de mots.
OK. Donc, tous Des les mots de parents qui vocabulaire, nous là. écoutent Oui. vont avoir une liste de mots à apprendre avec leur enfant. Ouais. Puis, disons que tu me donnes un mot au hasard. Ben moi, je vais demander De à la l'enfant liste. de la liste. De la Disons que le liste. mot, c'est bonjour. Ouais. Mais là, on va compter le nombre de lettres en secret. OK. Bonjour, B-O-N-J-O-U-R, donc 7 lettres. Ben moi, ce que j'ai développé comme petit tour, c'est qu'on va faire x2. Mais durant le temps que je te parle, moi, je suis en train de compter mes cartes. OK. Donc, ce que je vais faire à l'enfant, pour compter 14 cartes, ce qui est secret. Mais là, je vais faire par groupe de 3. Mais là, tu vois, je suis en train de faire preuve de motricité Ouais. sans que ça paraisse. Donc, je développe ma motricité. Je vais par groupe de 3. Pourquoi? Pour pas que ça paraisse. Si je fais 1, 2, 3, Ouais. là, il va y avoir de quoi de louche. OK. Donc, c'est là que la motricité entre en jeu dans la magie pédagogique. OK. Je vais faire 3, 6, 9. Évidemment, groupe des bons de 3. Ça aussi, c'est des concepts de mathématiques. Oui, oui. 12, 13, 14. 14. Puis là, je vais dire, je vais prendre des cartes aléatoires. Et là, l'enfant va demander de prendre la carte de son choix. Fait que là, tu es en train de me montrer Un tour, un éventail de cartes là, typique d'un magicien. Puis Oui. là, je vais choisir une la carte. carte de ton choix. OK. J'en prends une. Puis là, on peut, pour les besoins de la cause, Ouais. on peut dire c'est quoi la carte. C'est un 10 de pique. Un 10 de pique. Donc, je vais la remettre sur le dessus. Et là, on va épeler le mot. Donc, bonjour, on va dire B-O-N-J-O-U-R en prenant Une- le soin de mettre une carte à la fois. J'ai beaucoup d'étapes de manipulation parce que je dois Là, t'as-tu remettre remis le 10 par-dessus? le reste Ah. des cartes. Le 10 est au milieu. Au On ne milieu. sait pas il est où. OK. Je vais le répéter encore une fois en mettant une carte à chaque fois. B-O-N-J-O-U-R. Je remets le paquet. Et pour être sûr de mémoriser le mot, on va le dire une troisième fois. Et ensuite, ça sera terminé. B-O-N-J-O-U-R. Et on va remettre le paquet sur le dessus. Donc, par magie, la carte, c'était quoi déjà? 10 de pique? 10 de pique. Si je le refais une dernière fois, B-O-N-J-O-U-R, la carte qui va être sur le dessus, C'est le 10 de pique. c'était le 10 de pique. Donc, l'objectif de ça, c'est que c'est un principe mathématique derrière, avec le nombre de lettres. Mais ce qu'on vient de vivre, Ouais. c'est que j'ai manipulé les cartes énormément, sans cacher rien, parce que ça fonctionne toujours vu le petit algorithme mathématique derrière. Mais l'enfant doit faire beaucoup de gestes. Donc, la manipulation de cartes dans la motricité fine, elle est constante en magie. Là, moi, c'est sûr que je mets toujours le côté pédagogique avec, là, on vient de Ouais, voir c'est- l'apprentissage des mots de C'est magnifique, vocabulaire. c'est magnifique, oui. Mais on a manipulé, peu importe les tours, on va manipuler des objets. On peut faire une illusion de faire apparaître un objet en géométrie. J'ai une illusion que je fais, puis on fait apparaître un bonbon dans un objet. Il n'y avait pas de bonbon, on le montre, mais il y a une manipulation vraiment spéciale. Puis les enfants capotent, là, si on va dire le mot. Ils adorent. Fait à partir de quel âge un enfant peut réaliser un tour qui demande de la manipulation de cartes comme telle? Là? Je vous dirais, à partir de 4 ans, on peut stimuler l'intérêt. Je vous dis pas que ça va être une prouesse extraordinaire, Ouais. mais de jouer avec les cartes, c'est déjà une étape. 4-5 ans, on joue avec les cartes. Rendu à 6 ans, un enfant qui a un développement normal va être capable de manipuler les cartes et de créer certaines petites illusions. Évidemment qu'il y a le côté cognitif important, il faut comprendre les différentes étapes, il faut pratiquer, mais en termes de manipulation, ça se fait. Il faut faire attention aussi à la grandeur des mains, parce qu'un jeu de cartes, pour nous, ça semble pas si grand, mais un enfant de 6 ans, c'est difficile. Donc, il faut avoir des attentes qui sont raisonnables. Dans tout ce qu'on fait, c'est la fameuse ZPD, donc la zone proximale de développement qui doit être utilisée en ergo énormément. En fait, ça veut dire de stimuler l'enfant où est-ce qu'il est rendu avec un degré de difficulté un petit peu supérieur pour le garder allumé et stimulé. Donc, selon l'enfant, ça va être différencié. Si on y va normalement, à 6 ans, ils peuvent manipuler les cartes. On peut s'attendre à ce qu'ils brassent d'une façon un petit peu aléatoire, puis c'est correct.
Fait que ça, c'est une première étape. OK. Et ensuite, il y a des manipulations possibles que l'enfant peut faire. Justement, hier, j'ai montré ça à mes enfants. Les 3 ont adoré. Ben, c'était juste de prendre un jeu de cartes. Là, j'essaie ici parce que ça va peut-être glisser. Prendre un jeu de cartes comme ça, prendre une carte au hasard et là, juste venir prendre la carte. Oh, ouais, ça glisse. J'ai essayé, là. Essayé, mais il aurait fallu avoir un petit pad de magie. Mais on peut réessayer, puis au pire. Oui, quelque chose de plus antidérapant. Exactement. Là, Puis là, on aurait pu. Moi, ça ne marchera pas parce que ça glisse. C'est quand même très bien. Oui. Très bien tenté. On a eu un petit moment cocasse. Mais c'est quelque chose que les enfants peuvent faire dès le préscolaire et ensuite à partir de l'âge primaire. Disons que de façon optimale, rendu en 3e année, par expérience personnelle, rendu en 3e année, les enfants acquièrent une capacité à jouer avec les cartes et manipuler les cartes, que c'est très efficace. OK. Donc, moi, à partir de la 3e année, là, on fait vraiment des petites merveilles. Là. Donc, on parle de 8 ans environ. Bien, toi, t'en fais en classe. OK? Donc, est-ce que chaque enfant va avoir t'amènes des jeux de cartes pour tous les enfants, puis ils vont les pratiquer dans la classe, ou tu fais plus utiliser la magie, puis instaurer la passion, puis idéalement, l'enfant, avec sa famille, va développer ça? Bien, ça, c'est particulier. Évidemment, moi, je suis un enseignant magicien, donc c'est au quotidien ou presque. C'est vraiment un outil de stimulation. Ils ont chacun un jeu de cartes. J'enseigne l'anglais à 100 quelques enfants aussi dans l'école environ. Et ma classe de titulaire, comme titulaire de 3e année cette année, tout le monde a un jeu de cartes. Parce qu'on ne sait jamais si je vais décider qu'on fait un tour de magie, mais l'idée, c'est de développer, par exemple, en anglais, la communication orale, la C2 qui est la compréhension, la compétence de compréhension. Et en français ou en maths, j'ai des tours aussi que je vais utiliser. Donc, on utilise les cartes comme vecteur d'apprentissage, mais très souvent. Donc, ils ont chacun leur jeu de cartes. Ce qui est le fun, c'est que ça coûte 1,25 $ dans un magasin qui est très connu et pas cher. Est-ce que les enseignants auraient le droit de mettre ça sur la liste d'effets scolaires? Ça, il y a toujours des réserves par rapport à ça. Puis les centres de services, peut-être que c'est différent. Ouais. Nous, les enfants, ils en ont tous un. Envoyés par les parents ou c'est l'école qui les fournit? C'est l'école les a fournis à un certain moment, mais maintenant, les parents ont en fait, les enfants ont leur paquet de cartes. On parle de 1,25 $, fait que c'est quand même hyper positif pour l'utilisation qu'on en fait. Et moi, en classe, je l'utilise très, très, très souvent pour un tour qui va nous amener un concept pédagogique. Parfois, juste pour le plaisir, moi, j'en fais un, j'impressionne, puis garder l'intérêt. Je ne cacherai pas, ça me pratique aussi. Je vois la différence dans l'interaction d'un groupe à l'autre, que ce soit en français, en anglais, peu importe. Puis moi, je m'amuse aussi à le faire, mais les enfants aiment beaucoup. Mais souvent, les devoirs vont être un tour de magie. Donc, voici le tour, on le pratique, ils le pratiquent en famille et là, ils vont, je m'excuse l'expression, ils vont donner le show autour d'eux, que ce soit dans la chambre de hockey, à gymnastique, grand-papa, grand-maman. J'ai des très belles histoires d'enfants qui sont hyper motivés, puis tant mieux, c'est l'objectif. Quand c'est difficile, est-ce que les adultes devraient... Bon, on reste dans la zone proximale du développement, évidemment, mais quand c'est difficile, est-ce qu'il faut faire semblant que l'enfant a réussi pour le garder motivé puis être impressionné, ou si on ne voit pas pantoute la magie arriver, est-ce qu'il faut lui dire comme faut que tu fasses semblant? Ben, ça, c'est pas écrit non plus. Moi, je vais vraiment selon l'enfant, selon le développement de l'enfant. Peut-être qu'à 4-5 ans, de faire croire que c'était extraordinaire, ben, ça va aussi aider la confiance en soi, mais il faut aussi garder un équilibre d'authenticité. Parce que si on fait croire que quelque chose est beau, l'enfant, il va comprendre que là, je le sais que c'était pas bon, puis je l'ai pas réussi, puis tu me dis que c'est extraordinaire. Moi, je suis moins pour ça. Puis l'erreur est très valorisée. Fait que ça me dérange pas. Tu sais, moi, à visite de parents, mettons, début de l'année, je le dis, il faut que votre enfant fasse des erreurs. C'est pas grave, mais
quand il réussit, là, vous avez le droit d'être un petit peu trop content. Ça c'est correct. Mais il réussit. Puis les enfants sont très fiers. Ils reviennent le lendemain. Et puis mes parents ont capoté. Puis là, j'ai fait ça à grand-papa. Puis... Fait que c'est beau à voir. Mais je reste toujours dans une approche de... On essaye d'être authentique puis d'aider notre enfant. Au final, moi, ça reste quelque chose que je veux que l'enfant développe. Allons-y avec des stratégies. Puis regarde, celui-là, tu t'es trompé. Le prochain, ça va fonctionner. On va persévérer. Puis il y a beaucoup de liens avec la persévérance scolaire. Énormément. Tes 3 enfants font de la magie? Est-ce qu'ils sont aussi passionnés que tu l'es? Peut-être pas aussi parce que je veux aussi faire attention, mais ma plus grande est dans ma classe, donc elle en fait beaucoup, elle aime vraiment ça. La deuxième, elle en fait aussi par plaisir, puis justement, hier soir, la petite activité de motricité, c'était vraiment, vraiment apprécié. Donc, c'est vraiment l'idée de stimuler, mais de garder l'intérêt. Je veux pas en faire trop pour pas les blaser non plus, là, un moment donné. Comme dans mes spectacles, ils viennent pas voir tous mes spectacles parce que, un moment donné, ils l'ont vu, puis il y a des choses que je veux qu'ils gardent magiques aussi. Puis, je veux pas leur imposer ça. Mais même le petit dernier de 4 ans, il joue avec des cartes. Puis là, il s'invente des tours. Mais c'est beau, c'est super créatif. Et on n'a pas besoin de la fameuse tablette ordinateur. Ça, c'est de quoi que moi, je considère extrêmement important. Mes enfants ne l'utilisent pas, là, vraiment jamais, ou très, 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 très peu. La seule fois où est-ce que moi, je vais valoriser l'utilisation, c'est que si jamais il y a un tour à apprendre puis qu'il y a un tutoriel, bien là, il faut aller le voir. Puis ça, c'est correct. Là, je comprends, mais c'est vraiment la seule fois. Sinon, tout se fait dans l'humain puis dans l'interaction, dans la pratique. Donc, c'est vraiment beau à voir. Est-ce qu'on commence toujours avec des cartes? C'est-tu toujours les premiers tours que l'enfant va apprendre? Souvent. On va commencer avec les cartes parce que c'est classique. Les gens aiment ça aussi. Ça fait magie. C'est un outil qui est très peu coûteux, très facile à utiliser puis qu'on peut trouver dans toutes les familles. Fait que ça reste accessible. Il y a aussi des petits élastiques qu'on peut utiliser pour faire des choses très fun sur la motricité. Il y a d'autres objets de manipulation aussi qu'on peut utiliser. Par exemple, il y a quelques semaines, on a fait une collaboration avec la prof d'éduc sur Facebook, puis c'était la motricité globale. Donc, c'est de la physique qui est liée à l'éducation physique dans le sens science, qui est liée avec l'éducation physique. Dans le développement global, il y avait 3 défis, donc la musculation pour un, puis il y avait de l'équilibre aussi dans un autre. Il y a vraiment des belles choses qui se font. En contexte d'un tour de magie. Oui, parce que l'idée de magie, c'est large aussi. Comment est-ce que c'est possible? Si le cerveau voit une illusion impossible à résoudre, bien, moi, c'est ma définition, ça se rapporte quand même à une situation de magie parce qu'on ne comprend pas. Évidemment, chaque personne peut avoir sa définition, puis je ne suis pas là pour partir un débat, mais je pense que c'est de quoi qui peut s'inscrire dans une définition acceptable pour tout le monde. Cette vidéo-là, par exemple, est accessible sur Facebook encore. Je pourrais la mettre en lien. Moi, je serais curieuse d'aller la visualiser. Je vais la mettre en lien pour merci beaucoup. En fait, c'était en lien avec les Jeux olympiques. Donc, cool. C'est vraiment, vraiment actuel ou presque. Puis, c'est sur Facebook, sur ma page de magie qui est Carl Normandin, magicien sur Facebook. Les tutoriels sont là. Oui, ça va bien soutenir. Puis, j'en profite pour mentionner aussi que, dans le fond, parce que là, je serais curieuse d'apprendre des tours, puis de voir cette dextérité manuelle-là en action. Mais on va faire un enregistrement de tours de magie, comme un tutoriel, hein? Tout de suite après l'enregistrement de ce podcast-là. Je vais le mettre en lien. Fait que si ça vous intéresse de les voir, peut-être de les apprendre. Est-ce qu'on va apprendre comment les faire? Ou... C'est vraiment ça. Tu vas nous donner les trucs, là? L'idée de ma page Facebook, en grande partie, c'est de permettre aux familles, aux professionnels, d'apprendre des tours dans le but de les stimuler. Donc, c'est toujours, je fais un tour et ensuite, je vous explique comment on peut le reproduire parce que je veux que les gens apprennent
dans le plaisir. OK. Ça va être ça qu'on va faire tantôt. OK. Fait qu'on va faire ça tantôt. On va rendre ça disponible. Et moi, comme vous autres qui sont intrigués aussi, vous pourrez apprendre des tours de magie à reproduire et à explorer avec les enfants dans le contexte dans lequel vous travaillez. Oui, puis là, on va parler de motricité fine ouais. dans ce tour-là, puis qui est accessible à une clientèle très, très jeune, qui pourrait être aussi, même pour un adulte, au final, c'est le fun à essayer. OK, cool. Puis, quand on commence l'apprentissage d'un tour, est-ce que c'est long d'habitude dans le temps? C'est sûr que ça doit dépendre de l'âge, mais est-ce qu'avec un peu de pratique, il faudrait que ça puisse s'apprendre assez rapidement? Il faut que l'enfant arrive à la maîtrise rapidement. Oui, bien là, c'est toujours le jugement de l'adulte aussi qui va faire le tutoriel ou faire l'atelier ou le parent qui juge du bon tour. Il faut, encore une fois, c'est la zone proximale de développement. Il faut que ça soit adapté. Mais il y en a qui peuvent s'apprendre en quelques minutes, puis c'est vraiment motivant pour l'enfant. OK. Fait que si, bon, à part d'aller regarder la vidéo tantôt, concrètement, si moi, je veux commencer à intégrer ça en ergothérapie ou un enseignant dans sa classe, ça serait quoi la prochaine étape pour devenir magicienne ou pédago-magicienne? Oui, magicien pédagogique, ça peut être ça. On va donner des spectacles. Non, mais en fait, en premier lieu, et là, je suis conscient des budgets dans les différentes sphères de la société. Des fois, ça devient difficile, mais d'avoir quelqu'un qui vient faire un atelier pour le démontrer. Moi, je le fais dans les milieux professionnels ou écoles ou ateliers quelconque, ben de montrer plusieurs tours, mais montrer la vraie technique pour que ça fonctionne, parce que sinon, probablement que le temps investi va être beaucoup trop long pour l'effet bénéfique que ça peut donner, parce qu'il faut, des fois, c'est très, très, très subtil comme différence. Qu'est-ce que tu veux dire, le temps investi? Par exemple, si moi, je m'achetais un livre où je décidais d'aller apprendre ça par moi-même sur YouTube, par exemple? Ça pourrait se faire bien, mais on aurait accès à certains tours, mais après, lequel est le bon, ça prend... Ça serait plus efficace d'assister à un atelier de quelqu'un qui va me donner la base. Oui, disons. Ça, c'est le scénario idéal, ce serait vraiment ça. Ensuite, sinon, il existe des bons livres, là. Même il y a des Québécois qui l'ont écrit. C'est vraiment une approche. Il reste qu'il y a Internet aussi là, qui peut fonctionner. Moi, je suis un exemple de quelqu'un qui veut stimuler ça chez les familles. Je fais attention dans l'équilibre aussi comme magicien. Je ne veux pas tout dévoiler. Je pense que c'est un respect aussi entre magiciens, mais je me dis que s'il y a un apprentissage qui est sincère et qui est voulu, je me permets de mettre certaines choses dans le but qu'il y ait des milliers, des centaines de milliers de personnes qui puissent le voir. Ça a commencé tout petit, puis là, la dernière vidéo, je comprends pas, mais on est à 100 quelques mille vues d'un petit vidéo mathématique qui est très simple, mais qui est vraiment apprécié. Fait que, moi, je me dis que j'ai permis à énormément d'enfants et de familles d'avoir du plaisir à apprendre. Mais c'est tellement de concept d'utiliser la magie pour la pédagogie. Je vais finir par le dire comme il faut. C'est ça, right? OK. Oui, parce qu'il y a apprendre la magie pour apprendre la magie parce que c'est le fun, mais d'intégrer ça à l'académique. J'ai-tu vu ça tantôt quand je cherchais un peu là, sur ton site, là, à abracadémique? Je trouvais ça... Oui. Abracadémique, en fait, ça, c'est le nom de mon premier spectacle que j'ai fait, mais que finalement, j'ai tourné en mon spectacle scolaire que j'offre dans les écoles qui s'appelle Abracadémique, parce que le lien, c'est un ami qui m'a proposé ça. J'avais plein d'idées, puis lui, il m'est arrivé avec ça. Je me dis, wow, c'est extraordinaire. L'idée, c'est de lier la magie et l'académique ensemble, fait que je garde ce nom-là pour mon spectacle scolaire. Cool. Mais est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas pensé peut-être à te demander qui, tu crois, seraient intéressantes? En fait, c'est à quel point c'est facile de commencer. On n'a pas besoin d'être magicien pour dire « je commence à m'intéresser à la magie en situation d'apprentissage cognitive ou apprentissage de motricité. » Il y a vraiment des façons de le faire petit à petit avec un budget qui est vraiment limité. On parle de quelques dollars, puis on a vraiment des belles choses. Donc, si on
on parle d'ergothérapeute, ben, partout en Amérique, en Europe, on a accès à des élastiques. On a accès à un paquet de cartes qui est vraiment pas dispendieux. Et juste avec ces deux objets-là, ben, on est capable de faire beaucoup de choses et surtout toucher des niveaux différents d'apprenants. C'est vraiment pas juste à 4 ans ou à 7 ans. Puis, il faut pas banaliser non plus les adultes dans tout ça. Quand je fais des ateliers, les adultes ont autant de plaisir pour le même tour. Ils ont autant de plaisir que les enfants parce qu'ils se disent ben, j'avais pas pensé à, disons, cette technique-là. Et là, se mettent à l'utiliser. Donc, par exemple, avec un jeu de cartes, déjà de brasser puis faire apparaître une carte au-dessus, par exemple, pour un enfant de 4-5 ans, ça n'a aucun sens. Moi, mon enfant, il prend la carte et dit, bon, disons le 9 de trèfle, mets-le sur le dessus, il tape, il retourne, puis il est sûr que c'est un magicien extraordinaire. Mais au final, il a quand même manipulé, puis il a... C'est correct, là. On était bien impressionnés à 3 ans, 3 quarts. Mais ensuite, on peut arriver avec, disons, une façon de brasser ou de couper un paquet. Mais couper un paquet, c'est juste de la manipulation. Le long de ton ergothérapie plus. On coupe le paquet, mais je dis, prends environ 15 cartes. Mais si on est au premier cycle du primaire, disons 6 ans, 7 ans, environ 15 cartes, c'est une estimation. Il y a un concept de mathématiques. Mais de prendre 15 cartes, c'est pas facile. Moi, j'en ai pris à peu près 13. Bon, c'est correct. Bien, ça, c'est de la manipulation. De la manipulation motrice. Exactement. Et là, je peux faire un tour de magie. Par exemple, on avait le 9 de trèfle. Bien, je peux apprendre à l'enfant de dire, OK, tu prends ton premier paquet, tu le mets là, tu le sais que le 9 de trèfle est là. Maintenant, tu vas couper d'autres paquets. Puis là, tu vas revenir mettre tes paquets. Évidemment, tout glisse sur cette table-là. Et on va venir prendre un autre paquet. On a brassé les cartes, mais en faisant un petit claquement de doigts. Juste le petit claquement de doigts, il a l'air simple. C'en est de la motricité à travailler. Donc, on est quand même pas pire. Mais juste ça, c'est encore un autre atelier, probablement en ergo, qu'on peut utiliser. Bien, on claque et la carte, mais vraiment par magie, est restée en haut. L'enfant, à 6-7 ans, il se trouve très bon. Puis c'est vrai que c'est bon parce qu'il a dû être concentré, il a dû manipuler, utiliser ses petits doigts, le bout là, des doigts pour prendre les cartes, les garder ensemble. Il doit mettre une pression pas trop grande, pas trop petite. Il doit le manipuler dans un espace restreint. Bien, tout ça, c'est des apprentissages qui se font. Ça n'arrête pas. Il y a vraiment des belles choses. Et si on arrive avec des enfants plus vieux, par exemple, je ne sais pas, dis-moi, tu as une carte de ton choix. Là, mettons, 7 de carreau. 7 de carreau. Fait que là, mettons, je vais utiliser 7 de carreau puis une autre carte. Roi de cœur. Roi de cœur. OK, on va aller chercher. Bon, OK. Mettons que j'ai 7 de carreau, roi de cœur. Puis là, je vais brasser les cartes. Parfait, comme ça. Puis mettons, j'ai brassé les cartes. Et là, ce que je peux faire, c'est de quoi qui va se passer très vite. OK, je le prends comme ça. J'ai déjà lancé 2 cartes. Mais là, je ne sais pas c'est quoi les cartes. 7 de carreau, roi de cœur. Je me rappelle plus comment j'ai fait. Fait que ça, là, je pourrais pas te l'expliquer. Mais c'est un petit peu spécial. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est que j'ai manipulé les cartes d'une certaine façon. Puis j'ai juste lancé mon paquet d'un bord à l'autre, puis ils sont revenus encore. OK, fait que tu avais gardé les cartes en haut, puis en dessous, tu les as tirées. Ça, c'est une des techniques qui sont vraiment le fun. Puis les enfants, mais aussi les adultes. Ça, c'est un des tours. C'est un des tutoriels que j'ai mis sur ma page Facebook. C'est la façon de manipuler notre jeu de cartes en le mettant en haut, en bas. Mais là, on le lance d'une certaine façon, mais ils vont toujours revenir les deux. Mais ça va vite. Fait que c'est sûr que si j'explique pas cette technique-là, ça va être trop difficile. Mais une fois que le parent et l'enfant maîtrisent, les deux ensemble vont le faire plusieurs fois. Ça ne sera pas juste une fois. Quelle complicité l'enfant et les parents peuvent développer dans l'apprentissage parce que les deux ne maîtrisent pas ça au début puis ils vont apprendre ensemble. C'est rare qu'un adulte est aussi peu compétent dans quelque chose. T'sais, moi, je pense que j'ai de la bonne motricité fine. Je ne pourrais pas faire ça sans l'apprendre. Il faudrait que je prenne le temps autant que mon enfant pour le faire.
il faut se faire confiance parce que c'est Ouais. accessible. Ouais. C'est là la partie où est-ce que quelqu'un te le montre comme il faut. Bien, après, Ouais. l'impact sur les enfants, disons, Ouais. en ergothérapie, une fois qu'on a appris 7-8 tours, là, on peut faire des adaptations à nos situations d'apprentissage chez les enfants qui sont illimitées. Et l'enfant, par lui-même, en très grande majorité, va avoir un intérêt déjà dès le départ. Parce que la magie, Ah oui, c'est je sûr. respecte ceux qui n'aiment pas ça puis ont le droit, mais en grande majorité, les gens sont ouverts à ça en disant ben, je te donne la chance de m'impressionner. Si tu m'impressionnes, bravo. Tu sais, au moins, il y a un petit j'aimerais ça être impressionné Ouais. chez presque tous les gens. Donc, c'était à nous maintenant, en tant que magicien, de montrer que ça valait la peine de nous donner un petit 2 minutes. C'est clair. Bien, moi, je suis impressionnée. J'ai hâte d'aller apprendre des tours. T'as-tu un mot de la fin? On va conclure l'audio, puis on va passer à la vidéo. Ben, c'est très agréable. Ah. Merci de m'avoir permis de parler des liens entre la motricité fine et la magie. Il y a de très belles merveilles qui peuvent se faire. Puis mon but, moi, c'est de partager mes connaissances puis de continuer d'apprendre parce que c'est ça que j'aime. Puis j'espère que ça va mener très loin. Des très, très beaux projets un petit peu en tant qu'enseignant de langue partout dans le monde avec tout ça. Donc, que ce soit en conférence, en spectacle ou en atelier. Bien, aucun doute, ta passion est évidente. Et évidemment, ben, rendez-vous dans les notes sous l'épisode pour retrouver Carl et les ressources et la vidéo qu'on va formuler dans un instant. Merci beaucoup! Merci à toi. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Et d'ici là, vous pouvez me retrouver quotidiennement sur les réseaux sociaux, consulter mon blog et profiter de mes ressources gratuites en joignant ma communauté au josiannecaronsanta.com/guide. Le podcast Bouger pour grandir est une production de l'Académie de formation JCSI, des formations en ligne sur le développement et fonctionnement de l'enfant, de la perspective de l'ergothérapie. C'est tout pour cet épisode et sur ce, je vous dis à très très bientôt pour continuer à parler d'ergo. Bye!